Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile, RFI à Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 4 février, voici les titres. Tout d'abord, la Turquie, terre d'accueil pour les prisonniers palestiniens libérés par Israël. Nous sommes à Ankara. La situation au Proche-Orient sera évoquée dans quelques heures entre le président américain et le premier ministre israélien. Donald Trump doit accueillir à la Maison-Blanche Benjamin Netanyahou. Les États-Unis, où nous nous intéresserons dans ce journal au pouvoir d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Nous nous intéresserons à son pouvoir au sein de la nouvelle administration américaine. Et puis enfin, Serge Atlaoui en vol pour la France. Condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue, il a quitté sa prison de Jakarta. Il s'est envolé pour Paris. Il devrait atterrir à Paris demain matin. 15 prisonniers palestiniens libérés par Israël vont être accueillis en Turquie. Et ce, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, négocié le 19 janvier dernier entre Israël et le Hamas. Ces 2 dernières semaines, 18 otages et 583 détenus palestiniens ont retrouvé la liberté. La Turquie fait partie des pays qui s'est proposé de recevoir, d'accueillir des hommes et des femmes libérés par Israël. Les précisions de notre correspondante à Ankara, Anand Lower. Ils sont 15, dans un premier temps, 15 prisonniers palestiniens libérés par Israël, désormais accueillis en Turquie. Hakan Fidan, ministre turc des Affaires étrangères, a confirmé leur arrivée à l'issue d'une rencontre avec son homologue égyptien. Les anciens détenus sont arrivés d'Égypte après s'être vus délivrer les visas nécessaires par l'ambassade de Turquie au Caire. Le responsable turc n'a pas donné de détails sur leur identité. Le week-end dernier, la Turquie avait confirmé être prête à accueillir sur son sol certains Palestiniens libérés par Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas. Le chef de la diplomatie turque avait présenté ce geste comme une façon pour Ankara de soutenir l'accord, donc de soutenir les Palestiniens, pour lesquels la Turquie a pris fait et cause dans la guerre à Gaza. Le ministre avait rappelé le précédent du soldat israélien Gilad Shalit, sa libération en 2011 après plus de 5 ans de détention en territoire palestinien, s'était effectuée en échange de la libération par Israël de plus d'1 millier de prisonniers palestiniens, dont certains avaient été accueillis en Turquie. Anand Lower, Ankara, RFI. Ankara, la capitale de la Turquie où vient d'arriver le président syrien, Ahmad al-Shari, doit s'entretenir avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Cette autre rencontre qui sera observée, scrutée de près. Benjamin Netanyahou est à Washington. Le premier ministre israélien doit s'entretenir dans quelques heures avec le président américain, Donald Trump, pour notamment parler de la deuxième phase des négociations sur cet accord de cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis, marqués par la nouvelle présidence de Donald Trump et les pouvoirs qu'il donne à Elon Musk, le patron de SpaceX, Tesla ou encore du réseau X, a pris la tête du DOGE, commission chargée sur le papier de l'efficacité gouvernementale. Cet organe, qui n'est pas une agence officielle du gouvernement, a tout de même beaucoup de pouvoir, beaucoup d'importance. Vincent Souriau, bonjour. Bonjour. Le comité dirigé par Elon Musk vient de mettre la main sur le système de paiement du Trésor américain. Oui, et cela lui donne un accès inédit au financement de l'État fédéral, y compris à des informations confidentielles. Qui reçoit des aides sociales? Pour quel montant? À quelle fréquence? Qui touche des subventions publiques, mais aussi sur le salaire des fonctionnaires et sur leur bulletin de paye. L'équipe d'Elon Musk met donc la main sur un système qui pèse des millions de dollars chaque année à la recherche de coupes budgétaires massives, ce qu'Elon Musk appelle la tyrannie de la bureaucratie. À quel titre? C'est là que tout se corse. La Maison-Blanche, depuis hier, désigne Elon Musk comme un employé spécial du gouvernement. C'est une sorte de consultant qui ne travaille pas à plein temps, mais qui reste soumis à des lois très strictes en matière d'éthique professionnelle. Or, Elon Musk dirige le DOGE
en même temps qu'il gère 6 grandes entreprises, y compris effectivement SpaceX et Tesla, qui touchent des millions de dollars au titre du financement fédéral. Dans ces conditions, il est impossible, selon les experts américains, d'éviter les conflits d'intérêts. On parle donc déjà d'infractions potentiellement gravissimes, mais la très grande crainte des fonctionnaires du Trésor américain, c'est que le Doge serve de bras armé politique à Donald Trump pour punir financièrement les entités qui ne suivraient pas la ligne politique de la Maison-Blanche. Alors il l'avait annoncé, cela n'a pas traîné. Elon Musk se livre à une attaque en règle concernant les institutions fédérales américaines. L'agence américaine pour le développement USAID est fermée. Le système de paiement du Trésor américain, nous en parlions, est passé sous son contrôle. Alors quel serait le contre-pouvoir à toutes ces initiatives ? Les parlementaires américains sont pour l'heure inaudibles, on ne les entend pas. Pour l'avocat en droit public Olivier Piton, seule la justice peut jouer le rôle d'opposition. On est dans une phase qu'on connaît bien en démocratie, c'est-à-dire que la légitimité du pouvoir exécutif est telle, avec une élection qui date de 2 mois et demi, qu'évidemment il est extrêmement compliqué pour des élus qui doivent tout à Donald Trump de s'opposer à lui. Donc le Congrès sera le petit doigt sur la couture du pantalon, au moins pendant les 6 premiers mois. Les démocrates doivent panser leur plaie, ils ont pris une défaite qui date de quelques mois. Deuxièmement, ils se recherchent de nouveaux responsables, puisque Kamala Harris ne peut plus jouer ce rôle-là, donc ils sont en phase d'inventaire et d'introspection. Ça n'est pas du côté des démocrates pour l'instant, en tout cas pour les 2 années qui viennent, jusqu'aux élections intermédiaires, qu'il pourra y avoir une opposition crédible. La véritable opposition au maintien de l'état de droit, pour l'instant, c'est la justice. Olivier Piton, auteur notamment du livre La Nouvelle Révolution américaine, paru aux éditions Plomb, était l'invité à la mi-journée d'Anne Kantner. Le journal en français facile. En français facile. L'actualité en Suède, avec des tirs dans une école. 5 personnes blessées dans une école de la ville d'Örebro, à 200 km à l'ouest de Stockholm. Les images de la scène montrent une très importante présence policière, de nombreuses ambulances et des véhicules d'urgence à l'extérieur de l'école. L'état des blessés n'est pas clair. L'opération est toujours en cours, indique la police. Serge Atlaoui devrait poser le pied sur la terre française demain matin. Ce Français de 61 ans condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue s'est envolé ce mardi pour Paris en espérant recouvrer la liberté après 19 ans de prison. Il est escorté, accompagné par 3 policiers français. Il atterrira demain matin à Paris. L'actualité en République démocratique du Congo. Les organisations des droits de l'homme sont inquiètes pour leurs militants à Goma, alors que la ville de Goma est occupée par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise. Plusieurs activistes des droits de l'homme ont quitté la ville ces derniers jours, dont des militants du mouvement citoyen La Lucha. La Lucha se dit très inquiète des menaces qui pèsent contre ses militants. C'est ce qu'explique Stewart Mundo du mouvement citoyen. Nous sommes particulièrement inquiets du fait qu'un cadre du M23 a tenu un meeting de l'église protestante de Virunga et il a nommément cité la Lucha et en disant que ces activités sont désormais interdites et toute personne qui sera assimilée à la Lucha devra subir les conséquences. Donc pour nous, c'est quand même une violation de cette liberté d'expression dans une zone qui est totalement sous contrôle des rebelles. Donc nous craignons pour la vie et pour la sécurité de nos camarades. On est une des organisations qui a toujours dénoncé non seulement les crimes que commet le M23, que ce soit à Chiché, dans le Rutshuru, mais aussi essayer de montrer que leur guerre est soutenue par le Rwanda et contribue à déstabiliser le Congo. Et c'est exactement le fait de dénoncer ces crimes qui nous ciblent particulièrement. Des propos recueillis par Alexandra Branjon. Ainsi se referme ce journal en France facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez l'écouter, voire le réécouter, accompagné de sa version écrite sur un site internet françaisfacile.rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition, et d'ici là, je vous laisse avec toute l'équipe de Radio Foot International sur la Radio Mondiale.